Quels sont les obstacles qui, en présence de biens communs, pèsent sur les négociations des accords internationaux? L'exemple du changement climatique. Le climat est en effet un bien public mondial et un bien commun. C'est d'abord un bien public mondial parce qu'il a d'abord les deux caractéristiques d'un bien public. Il est non rival, c'est-à-dire que plusieurs individus peuvent le consommer en même temps. Ainsi, le changement climatique affecte tous les individus. Il est aussi non excluable. Il est impossible d'empêcher la consommation du bien. Ainsi, le climat n'a pas de prix. Le climat a aussi une troisième caractéristique qui en fait un bien public mondial. Il a un caractère mondial et universel. Ainsi, le changement climatique va affecter l'ensemble des habitants de la planète. Le climat est aussi un bien commun, et on peut pour cela prendre les deux définitions de bien commun. La première définition considère que le bien commun est non excluable. En effet, le réchauffement climatique va concerner toutes les parties du monde. La deuxième caractéristique est d'être rival. Le climat est aussi quelque chose de rival puisque les activités des agents qui émettent beaucoup de CO2 vont réduire la qualité de l'air disponible pour d'autres agents. La seconde définition d'un bien commun est celle d'Ostrom. C'est une ressource partagée, gérée et maintenue collectivement par une communauté pour en assurer la pérennité ou la viabilité pour les hommes. Ce qui montre que le climat est un bien commun au sens d'Ostrom, c'est qu'il existe des mesures telles que l'accord de Paris en 2015 qui ont pour but de freiner le réchauffement du climat au niveau international. Biens publics mondiaux et biens communs correspondent à une défaillance du marché. C'est le modèle du passager clandestin. En effet, c'est une défaillance du marché parce que dans ce cas, la régulation par le marché ne permet pas d'atteindre une situation optimale. La recherche du bien-être individuel n'aboutit pas au bien-être social. Cela s'explique par le phénomène du passager clandestin. L'individu rationnel et égoïste va refuser de respecter les règles communes imposées par la collectivité, car il souhaite profiter des efforts des autres sans en faire. Le problème, c'est que si tous les individus agissent ainsi, il va y avoir un effet pervers d'agrégation des comportements individuels. Personne ne fait d'efforts, et donc on n'obtient pas le bien-être social. Étudions le cas des biens publics mondiaux. Les individus rationnels et égoïstes ont intérêt à adopter le comportement du passager clandestin. En effet, aucun individu n'est prêt à faire des efforts pour assurer la pérennité du bien-être mondial. Soit par manque d'intérêt pour son usage, soit parce qu'il est peu concerné par sa détérioration. Il vit par exemple dans une région peu impactée par les effets du réchauffement climatique. Ensuite, une fois que le bien public mondial va être protégé, le passager clandestin en profitera dans le futur, puisque rien ne pourra lui interdire de profiter de l'absence de réchauffement climatique, du fait du principe de non-excluabilité. Or, si tous les individus adoptent le comportement du passager clandestin, le bien public mondial ne sera pas protégé, alors que c'est un impératif pour la collectivité. Étudions maintenant le cas des biens communs, et notamment avec l'analyse de Gareth Harding sur les biens libres. Selon lui, au XVIIIe siècle, en Angleterre, les prés sont ouverts à tous les éleveurs. Et donc, on ne peut empêcher un éleveur d'y accéder. Dans ces conditions, chaque éleveur a intérêt à mettre le plus grand nombre de vaches sur le pré. C'est le phénomène du passager clandestin. Le problème, c'est que tous les éleveurs adoptent le comportement du passager clandestin. Il y a donc une surexploitation de la ressource qui aboutit à sa disparition. Ostrom va développer une autre analyse sur les communs. Selon elle, Harding ne fait pas la différence entre des biens libres, où il n'y a ni réglementation ni contrôle par la communauté, et les communs, où l'usage est réglementé par la communauté. Ainsi, selon elle, les communs sont en apparence libres d'accès. En réalité, les droits étaient garantis et limités par la coutume. Ainsi, les commoners assurent un contrôle les uns sur les autres, ce qui a permis, contrairement à ce qu'affirme Harding, à préserver les terres détenues en commun grâce à cette bonne gestion. Ainsi, la gouvernance collective assure la pérennité des biens communs. Ainsi, le climat est à la fois un bien public mondial et un bien commun au sens d'Ostrom. En effet, chacun peut jouer le rôle de passager clandestin. Il ne contribue pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais espère profiter des efforts des autres.
Si tous les individus adoptent le comportement du passager clandestin, le réchauffement climatique risque de devenir insupportable pour tous. Le climat est donc à la fois un bien public mondial et un bien commun, dont la protection nécessite l'instauration d'une gouvernance mondiale. Peut-on avoir une gouvernance mondiale pour un bien public mondial? Le concept de gouvernance mondiale fait son apparition dans le champ des relations internationales vers la fin des années 80. C'est un mode de régulation supranational édictant des règles d'organisation à l'échelle de la planète, issu le plus souvent de la coopération internationale. Cela va alors être assuré par le développement du multilatéralisme. Le multilatéralisme est un système mondial de coopération. Chaque État cherche à promouvoir ses relations avec tous les autres, plutôt que de donner la priorité aux actions unilatérales ou bilatérales jugées dangereuses ou déstabilisantes. Le multilatéralisme va reposer sur 3 principes. Une égalité entre États souverains, l'indivisibilité, chaque État signataire doit respecter la totalité de l'accord, et enfin, la réciprocité. Chaque pays doit se comporter loyalement aux dispositions de l'accord. Cela crée alors une confiance mutuelle entre les États. Il va donc y avoir des accords climatiques internationaux, notamment la COP, en anglais la Conference of the Parties, la conférence des parties. Elle a lieu chaque année. Elle rassemble les 195 États ayant ratifié la Convention climat. Dans cette COP, les États négocient et prennent des décisions sur les réponses à apporter aux problèmes du changement climatique. Et les décisions vont être prises par consensus. Cela veut dire que les représentants des 195 pays doivent négocier jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord. Ces accords climatiques internationaux reposent sur des approches économiques qui, elles, sont basées sur 3 principes. Le premier, c'est le principe d'universalité. Tous les pays doivent participer aux efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en évitant le phénomène du passager clandestin. Le deuxième est le principe d'efficience. Il faut mettre en place des outils économiques cohérents avec un prix du carbone mondial uniforme. Enfin, le troisième principe est le principe d'équité. Il doit y avoir une répartition des efforts entre États, et cette répartition doit être acceptée par tous. Il y a cependant des obstacles au multilatéralisme. Certains pays peuvent être tentés d'adopter la stratégie du passager clandestin. Ainsi, les États-Unis ont refusé de signer les accords de Kyoto ou se désengagent des accords de Paris en 2019. Il y a alors un risque d'effet domino, d'autres pays seront tentés d'adopter la même stratégie. Ensuite, les pays qui se sont développés en retard exigent que soit prise en compte cette dette climatique. En effet, ils ont peu contribué à la pollution. Et donc, ils refusent d'être soumis aux mêmes efforts que les pays riches. C'est ce qui génère l'opposition entre d'un côté les États-Unis, qui au cours de leur histoire ont accumulé la plus grande dette climatique, et donc, du fait d'une analyse longitudinale, ce sont eux qui devraient être les plus grands contributeurs à la baisse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre, la Chine, qui est devenue le premier pollueur. Et donc, si on fait une analyse transversale, c'est eux qui doivent réduire le plus leurs émissions de CO2.